Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le mardi 28 avril 2026 et notre cher ami, le colonel Larry Wilkerson, est avec nous. Ravi de te retrouver, Larry. Ravi de te retrouver, Nima. J'ai entendu ce matin que les Brésiliens commençaient à s'agacer contre toi. Pourquoi ça? J'ai entendu dire que Bolsonaro te cherchait. Non, en fait, c'était juste quelqu'un qui, je crois qu'il est allé à Brasilia, mais il passe surtout son temps à Rio de Janeiro. Et il disait, le gars avec qui tu fais des podcasts, celui du Brésil, il est plutôt bon. J'ai répondu, oui, c'est vrai. Alors, il ferait bien de faire attention, parce qu'ils vont le rattraper par la droite. C'est possible. Oui, son fils va être le candidat du parti opposé à Lula. On verra bien ce qui se passe. Quel est son prénom? Le type, oui, le fils? Le si. J'ai juste oublié son nom. Attendez, je vais vérifier. C'est pas grave. C'est pas important. Je voulais juste... J'ai oublié son nom, mais c'est son fils, et il va se présenter contre Lula. On verra bien ce qui va se passer. On dirait qu'on fait juste aller d'un côté à l'autre, tu vois. À droite, à gauche, à droite. Oui, exactement. Larry, je voudrais commencer par ce qui s'est passé. J'aimerais parler de plusieurs sujets liés au conflit, à la guerre entre l'Iran et les États-Unis, et aussi de la récente visite du ministre iranien des Affaires étrangères dans 3 pays. Le Pakistan, Mascate à Oman, puis Moscou en Russie. Mais avant d'en arriver là, quelle est ta compréhension de ce qui s'est passé, tu sais, lors de cet événement, au dîner des correspondants de la Maison-Blanche? C'est la 3e fois que quelqu'un essaye d'assassiner. Enfin, je ne sais pas s'il voulait vraiment assassiner Donald Trump, en fait. Oui. Comment comprends-tu toute cette affaire, ce genre d'attaque? Eh bien, je pense que c'est traité de façon vraiment lamentable par la presse dans ce pays. Je n'ai pas tout lu, pour être honnête, mais c'est surtout la presse et en particulier les médias visuels. Je suis allé à ce dîner 2 fois, en 2003 et en 2004, comme invité. Je crois qu'une fois, c'était MSNBC qui m'avait invité et l'autre fois, c'était CNN. Donc j'avais mon billet en main et une voiture officielle, une fois, puis un taxi, une autre fois, m'ont déposé devant la porte. Le Capitol Hilton, je crois que c'est ça. Je suis descendu, j'ai montré mon billet. On l'a bien regardé. Certains disent que personne ne vérifie les billets. Eh bien, le mien, on l'a vérifié et je suis entré. Et quand je suis entré dans cet hôtel immense, vraiment, c'est gigantesque. On pouvait regarder tout le long de l'allée, enfin du couloir principal. Et tout le long de ce couloir, ainsi qu'au 2e et si je me souviens bien, au 3e étage, c'était pareil. Il y avait MSNBC, Fox, CBS, le Wall Street Journal, le New York Times, enfin tous les grands médias. C'était il y a une 20aine d'années. À l'époque, il n'y avait pas certaines choses qu'on voit aujourd'hui, mais il y avait les médias influents du moment. La BBC était là aussi. Et on passait de l'un à l'autre. On prenait un verre, quelques amuse-bouches, on discutait avec les gens, ou bien on allait simplement vers ceux qu'on voulait voir. C'est ce que la plupart des gens faisaient. Et personne ne savait, et personne ne s'en souciait vraiment. Enfin, je suis sûr que si on leur avait posé la question, ils auraient dit que oui, un peu. Mais la sécurité dans cette partie de l'hôtel, c'est pas un sujet. Parce que ça reste un hôtel, tout simplement. Un hôtel comme n'importe quel autre. Il y a peut-être un agent de sécurité local à chaque étage, ou quelque chose du genre, mais rien de voyant, rien d'exagéré. Alors, l'idée que l'hôtel ou les gens des médias dans leur suite auraient pu assurer la sécurité, c'est absurde. Peut-être qu'un jour ils le feront, quand on en sera au point de se tirer dessus et de s'entretuer à chaque minute de chaque journée. Ce vers quoi, d'ailleurs,
on semble se diriger dans ce pays. Mais penser qu'ils paieraient pour de la sécurité dans ce cas-là, c'est complètement ridicule. Donc cette idée selon laquelle il aurait dû y avoir de la sécurité dans les couloirs, dans les salles et partout, c'est complètement absurde. La sécurité ne commençait que si le président devait être présent, ou le vice-président, ou une autre personne liée au service secret. La sécurité commençait par un portique détecteur de métaux, comme à l'aéroport, juste à l'entrée du grand hall où l'événement devait se tenir. Et là, on fouillait les sacs à main, on fouillait les gens. Si le détecteur sonnait, c'était exactement comme à l'aéroport, mais un peu plus strict. Ma femme, par exemple, a protesté une fois parce qu'ils lui ont littéralement vidé son sac à main. Et franchement, elle n'avait pas du tout l'air d'une terroriste, loin de là. Donc il y avait bien de la sécurité sur place. Ensuite, on est entré, on s'est assis, les portes se sont refermées et l'équipe du Secret Service a fait son travail à l'intérieur. Ma fille a été agent du Secret Service, affectée à la protection pendant une partie de sa carrière. Son mari aussi a fait partie d'une équipe de protection pendant un certain temps au sein du Secret Service. Ils ont donc analysé la situation pour moi et ils m'ont dit « Oui, le Secret Service n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela, il courait dans les couloirs, ce genre de choses. » Mais dans l'ensemble, c'était conforme à la procédure. Alors, toutes ces critiques sur la sécurité autour du président et de la salle, franchement, je pense que c'est n'importe quoi. Peut-être qu'il y a eu un peu de désordre dans les couloirs quand il poursuivait des gens ou tirait en direction de gens. Mais la grande question qui me vient à l'esprit, c'est quand j'ai lu dans le New York Times, je crois que c'était là et vous l'avez sans doute vu aussi, qu'il y avait 300 000 personnes qui avaient déclaré penser que tout ça, c'était une mise en scène, que c'était faux. 300 000 personnes. C'est énorme pour dire à un grand journal que c'était du bidon. Alors, ça montre quelque chose. Peu importe que ce soit vrai ou pas, mais ça montre ce que les Américains pensent de Donald Trump en ce moment, qu'il serait tout à fait capable, lui, sa femme, J.D. Vance, ou n'importe qui d'autre, de monter un coup pareil. Et puis, il y a aussi la question qui est revenue dans ces échanges, avec des gens qui demandaient « Et le premier incident alors ? Et le deuxième sur le terrain de golf ? Pourquoi on n'a rien entendu à leur sujet ? On n'a aucune nouvelle sur l'état de ces affaires. » Est-ce que tout ça, c'est encore une mise en scène, chaque fois que Trump a besoin de détourner l'attention de ses problèmes, comme avec Epstein, ou comme la guerre en Iran, ou peut-être les deux? Je crois que ce qui me sidère vraiment en ce moment, c'est de voir à quel point les Américains remettent tout ça en question, au point de douter de la réalité même de ce qui se passe. Après tout, c'est un escroc, disait un commentaire. C'est un escroc. C'est une arnaque, encore une de ces arnaques. Je ne sais pas si c'en est une ou pas. Et je ne sais pas non plus si quelqu'un n'a pas vraiment essayé de lui tirer dessus, et si la personne qu'ils ont arrêtée est bien la bonne. Mais c'est quand même révélateur de cette présidence, de voir tout ce qui circule, tout ce qui tourne autour de ce président. C'est inquiétant, parce que j'ai l'impression qu'il est en train de partir, et de partir tellement vite qu'on risque de même pas arriver jusqu'aux élections de mi-mandat sans qu'il se passe des choses graves, des décisions ou des actions vraiment problématiques. Larry, les autres détails sur ce qui s'est passé, c'est ce que notre ami commun, Larry Johnson, a évoqué dans notre dernière discussion sur son podcast. Je l'ai regardé. Oui, je l'ai regardé. Il a dit « Pourquoi ont-ils essayé de sauver le vice-président en premier ?» Bonne question. Pourquoi ça? Certains l'ont aussi écrit dans leur message. Et ça pourrait bien être, je crois que c'est ma fille qui a dit ce matin, eh bien il était le plus proche,
Alors ils se sont dirigés vers la cible la plus accessible, la plus rapide à atteindre. Ils ont fini par rejoindre le président, bien sûr. Mais J.D. Vance était plus près de l'agent qui a réagi aussi vite. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais il y avait deux sorties. J.D. Vance est sorti par la droite et Donald Trump est sorti par la gauche. Oui. Donc il n'y a pas. Et on pourrait penser qu'à ce stade, ils auraient peut-être donné les consignes habituelles. Toi, tu prends cette sortie, toi, tu prends celle-là, et on vous rejoint. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils se sont trompés, qu'un d'entre eux a confondu quelque chose. Ou alors ils ont pu décider que ce serait mieux d'avoir deux sorties plutôt qu'une seule. Une pour le vice-président et une pour le président. Larry, parlons de la guerre, de la situation entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump, il y a à peine 2 heures, a publié sur son réseau social un message disant qu'il venait d'être appelé par l'Iran. Selon lui, l'Iran l'aurait informé qu'ils sont en état d'effondrement. Il voudrait qu'on rouvre le détroit d'Ormuz au plus vite, pendant qu'ils essayent de régler leurs problèmes de direction. J'ai parlé avec le professeur Randi plus tôt dans la journée. Je lui ai demandé qui communique vraiment avec Donald Trump. Il a dit que peut-être Jared Kushner, depuis la pièce d'à côté, appelle Donald Trump et discute avec lui. On a l'impression que les Iraniens parlent à Donald Trump. Et tout ça devient franchement tragique, voire ridicule. À chaque fois qu'il publie quelque chose, c'est quand même le président des États-Unis, rappelons-le. Il devrait assumer ce genre de responsabilité, mais il s'en moque complètement. Il balance tout, et au final, tout ce qu'il publie est, en gros, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, la seule façon pour lui de gérer ça, pour Laura Loomer, pour Jared Kushner aussi, c'est de... J.D. Vance peut gérer, dans une certaine mesure, Marco Rubio. En fait, n'importe lequel de ce groupe peut gérer la propagande qu'ils diffusent, parce que c'est presque toujours de la propagande, comme s'ils en avaient le contrôle. Et Donald Trump, lui, est au sommet de cette approche clownesque de la diplomatie. Les Américains doivent comprendre, et je doute qu'ils le fassent, que le premier diplomate des États-Unis d'Amérique, comme le disait Colin Powell, comme le disait aussi John Kerry, ou encore George Marshall, c'est le président des États-Unis. C'est lui qui commissionne tous les autres. Il leur écrit une lettre pour les nommer diplomates au service de l'Amérique, en précisant les conditions de leur mission, et ainsi de suite. Et certains présidents, d'ailleurs, prennent le temps de lire attentivement cette lettre et de la modifier selon leurs souhaits, et ainsi de suite. En gros, cette lettre leur donne le pouvoir, au nom du président, de représenter les États-Unis. Ils peuvent même contourner le secrétaire d'État et s'adresser directement au président, s'ils le souhaitent. Mais la plupart des diplomates avisés, des ambassadeurs et des autres responsables ne font pas ça. En général, ils passent par le secrétaire d'État pour atteindre le président. Ou bien, ils vont voir le président tout en informant le secrétaire d'État de ce qu'ils vont dire. C'est comme ça qu'ils procèdent, parce que c'est la manière correcte, la manière courtoise de travailler. Mais c'est dire à quel point cette lettre est puissante. Elle leur donne mandat et leur dit, en substance, « Venez me voir si vous en avez besoin ». Et il y a déjà eu des cas où un ambassadeur est allé voir le président des États-Unis sans que le secrétaire d'État en soit informé. Et, vous savez, là, on prend ses risques. Si vous êtes un nommé politique, pas de problème, parce que c'est le président qui vous a nommé, pas le secrétaire d'État. Donc, vous pouvez vous permettre certaines choses. Vous êtes milliardaire, vous avez donné 400 millions de dollars au président pour la campagne, ou peu importe. On avait un ambassadeur en Italie qui a vraiment envoyé le télégramme. J'ai été le premier à le voir.
Il a acheté une nouvelle ambassade, Nîmes. Il n'aimait pas celle de Rome, alors il en a acheté une autre. Je crois qu'il a payé environ 400 millions de dollars, et il nous en a informés. C'était un donateur très riche, un nommé politique, bien sûr, désigné par le président, et il nous a acheté une nouvelle ambassade. Très bien. Il vient de nous faire économiser 400 millions de dollars. Enfin, je ne sais pas si au final c'est vraiment ce qu'il a fait. Alors ces gens agissent au nom du président. Eh bien aujourd'hui, on n'a plus rien de tout ça. Il n'y a même plus personne qui comprenne ce que ça veut dire. Je doute que Marco Rubio soit capable de vous dire ce que je viens de dire. Je doute très sérieusement qu'il en soit capable. Trump, lui, fait sa politique par tweet. Il fait sa politique à partir de rêves de minuit. Il fait sa politique à travers Laura Loomer. Il fait sa politique à travers Kushner et Witkoff. Et personne ne coordonne tout ça. Personne à part, disons, la porte-parole. C'est coordonné de cette façon. Quoi que tu dises, il faut que ça me fasse bien paraître. Redresse-toi, montre ta croix chrétienne et fais en sorte que j'ai l'air bien. Peu importe combien de mensonges tu dois raconter, fais en sorte que j'ai l'air bien. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alors, qui sait à qui Trump parle? Qui sait vraiment qui parle à Trump? Mais je soupçonne que tout ça, c'est un scénario dans la tête de Trump, ou dans celle de Stephen Miller, ou dans celle de quelqu'un d'autre. Et il coche les cases au fur et à mesure, en essayant de piéger les Iraniens, les Russes et tous les autres, avec des déclarations censées venir du président. Mais je parierais aussi que 90% de ces déclarations ne viennent pas du président. Elles viennent de gens autour de lui, chargés de maintenir la confusion, de faire croire que tout se passe selon les souhaits de Trump, alors que ce n'est pas le cas, et de donner l'impression qu'on mène une vraie diplomatie, alors qu'on ne le fait pas du tout. C'est comme ça qu'il fonctionne. Je sais, c'est incroyable. C'est complètement incroyable. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu une administration comme celle-là. Et je ne parle pas seulement de l'Amérique. Je parle du monde entier. Larry, les Iraniens ont le sentiment qu'une deuxième, voire une troisième guerre est en train de se préparer. Et on voit bien qu'ils envoient de plus en plus d'armes au Moyen-Orient, vers ses bases aux Émirats arabes unis et au Qatar. On a vraiment l'impression que ça se rapproche. Mais d'un autre côté, on a entendu dire que certains généraux envoient des messages, des sortes de signaux contradictoires à Donald Trump. Ils essaient de lui faire comprendre que ce n'est pas la bonne voie ou que ses objectifs ne sont pas atteignables sur le terrain s'il engage une nouvelle guerre. Quelle est, selon vous, la situation avec ces généraux ou avec les personnes qui l'entourent, celles qui ont accès à Donald Trump et peuvent lui parler directement? Eh bien, tout d'abord, aucun des généraux n'a accès à Donald Trump, à part Keane. Point final. Alors oui, il y a peut-être des gens comme Keane ou des généraux à la retraite très proches du mouvement MAGA qui ont un certain accès à lui. Mais j'en doute aussi, parce que je ne pense pas que même Trump permettrait ça. Ils peuvent avoir des contacts indirects par des personnes comme Loomer, Miller, Vought ou d'autres du même cercle. Mais je ne crois pas qu'ils aient un contact direct avec lui. Keane est le seul. Non, pas Keane. Keane est le seul à avoir un vrai contact légitime avec lui. Même un autre membre de l'état-major interarmé ne devrait pas parler au président, sauf si c'est entièrement approuvé par Hegseth et par le président du comité. C'est la règle. Et je ne pense pas que Trump enfreigne ces règles de manière significative. Il se peut qu'il y ait d'autres membres de l'administration qui contournent Hegseth et qui parlent à un militaire. C'est ce que j'entends. Et ce que lui entend d'une partie de l'armée, celle que j'appellerais la plus intelligente, la plus sage, la plus prudente, c'est qu'il faut arrêter tout ça au plus vite, qu'on a commis une grave erreur.
Bon, ils ne le disent pas comme ça, je ne pense pas. Personne ne va dire à Trump qu'il a fait une grave erreur. Mais ils disent quand même, il faut arrêter ça dès que possible. Les plus lucides d'entre eux disent qu'on a atteint nos objectifs, qu'on contrôle le détroit comme on le voulait, qu'on trouvera bien un arrangement, droit international, peu importe. On trouvera un accord, on rouvrira le détroit et on satisfera ce que l'Iran demande concernant le détroit en tant que voie maritime internationale pour le passage des navires. Mais voilà ce que je pense qui se passe et qui touche Trump. Il y a des gens qui disent, enfin, ils ne le disent pas comme ça, mais je vais le dire franchement. Écoutez, ce que vous voulez, c'est un accord nucléaire. Vous voulez un accord nucléaire meilleur que le JCPOA. Vous voulez pouvoir brandir cet accord devant le peuple américain et dire « Regardez ce que j'ai obtenu ». C'est mieux que tout ce qu'ont eu Kerry et Obama. C'est ça qu'il nous faut. C'est pour ça qu'on est allé à la guerre. C'est ce qu'on a maintenant. On peut arrêter, on peut se retirer parce qu'on a gagné. Et ce sera le nouveau JCPOA. Et tous les critiques, à juste titre, diront « Eh bien, vous aviez déjà ça il y a des années, et c'est vous qui l'avez rejeté. » Et lui, il dira « Non, non, cette fois j'ai obtenu un moratoire plus long. » J'ai obtenu ça, j'ai inclus ça. J'ai fait en sorte que l'uranium soit envoyé en Russie ou ailleurs pour 5 ans, peu importe. Bref, il y aura assez de nouveaux éléments dans cet accord pour que les Iraniens l'acceptent, je pense, et que Trump l'accepte aussi. Il déclarera la victoire et s'en retirera. Mais ça laisse le gros problème, et l'armée en a parlé. Le gros problème, c'est Benjamin Netanyahou et ce qu'il fait en ce moment au Liban. En grande partie, je pense que c'est pour contrarier Trump, parce que Bibi ne peut pas faire ce qu'il veut faire en Iran, ou du moins il semble qu'il ne veuille pas relancer tout ça. Mais j'entends d'autres personnes en Israël dire qu'il va le relancer. Mais je ne sais pas contre quoi il compte lancer ça. Bombarder encore les mêmes cibles, bombarder des hôpitaux, des écoles, tout ce qu'il voit. C'est ce que j'entends dire qu'il veut faire. Il veut s'en prendre à l'Iran comme il s'en prend au Liban, sans aucune limite, en bombardant tout ce qui bouge, encore et encore, sans fin. Eh bien, pour faire ça, il doit obtenir des bombes de notre part, du carburant de notre part et d'autres choses encore. Donc, il y a là un levier pour Trump s'il veut empêcher que ça se produise, surtout s'il continue à ce rythme au Liban. Et son rythme au Liban est absolument meurtrier en ce moment. Il tue tout ce qui bouge au Liban, y compris des casques bleus de l'ONU, y compris de simples civils libanais innocents. Je ne sais pas combien de temps ça peut encore durer avant qu'il soit complètement interdit d'aller ailleurs qu'en Israël dans le monde, mais c'est ce qu'il fait. Et c'est aussi ce que Trump veut faire, apparemment. C'est ce que j'entends, et c'est ce que soutient l'armée. Déclarer la victoire et partir. Et déclarer la victoire autour de ce bout de papier qu'on peut brandir devant le peuple américain en disant « J'ai obtenu un meilleur accord sur la question nucléaire. » Après tout, c'est bien ce que je cherchais, mieux qu'Obama ne l'a fait. Et ensuite, tout arrêter et s'en aller. Mais encore une fois, que fait Israël? C'est une énorme question. Et que fait l'Iran vis-à-vis d'Israël? Est-ce que l'Iran acceptera ce qui sera sans doute un codicile à cet accord et cessera d'envoyer des roquettes et des missiles sur Israël en demandant aussi au Hezbollah d'en faire autant? Je ne suis pas sûr que le Hezbollah leur obéirait. Mais admettons, juste une minute, qu'ils le fassent. Est-ce que l'Iran agirait en même temps que ça, avec, vous savez, Trump, qui déclare la victoire et s'en va? Parce que ça ne ressemblerait pas vraiment à une victoire si ça ne se produisait pas aussi. Franchement, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il ait ce genre d'influence sur Netanyahou, et il ne l'aurait pas non plus sur Bennett ou Lapid s'il battait Netanyahou aux prochaines élections, si elles ont lieu. Donc, pour moi, la grande question reste, qu'est-ce que fait Israël?
même face à ce plan recommandé par les gens les plus raisonnables de l'armée américaine. Si ce plan semble fonctionner, qu'est-ce qu'Israël ferait pour le faire échouer? Je pense que c'est une question majeure. Je pense que vous soulevez quelque chose de vraiment essentiel, et c'est directement lié à ce dont l'Iran parle en ce moment avec sa nouvelle proposition. Cette proposition se déroule en 3 étapes. La première, c'est de mettre fin à la guerre sur tous les fronts, en gros, du côté de l'Iran et du Liban. Tant que cette première étape n'est pas atteinte, ils ne passeront pas à la deuxième, celle dont nous avons déjà parlé auparavant. C'était aussi l'un des 10 points, vraiment, si on lit attentivement. C'était le point SCAR numéro 1 en 10 points. Oui, Mais comment? Parce que c'est impossible en ce moment, vu la façon dont Israël se comporte dans le sud du Liban. En réalité, ils occupent cette partie du pays et ils n'ont pas l'intention de partir. oui. Et à moins que Trump ne décide vraiment de taper du poing sur la table, je pense qu'on est coincé avec ça. Et pour moi, c'est un vrai blocage, que ce soit pour un accord final ou pour que Trump puisse déclarer victoire et se retirer. On ne peut pas faire ça si Israël est toujours là pendant que le Hezbollah continue de leur rentrer dedans tous les jours. Et c'est pour ça qu'ils font ça. C'est exactement pour ça. Je veux dire, ils ont toujours voulu détruire le Liban. Ils l'ont toujours voulu, tu vois. Tous les 10 ans, ils le font de toute façon. Là, ils préfèrent, comme ils l'ont fait en 82, le détruire complètement, l'occuper, le traiter comme Jérusalem-Est, comme la Cisjordanie, comme ils aimeraient traiter la Syrie. Mais ils ont été distraits. Et Netanyahou voit là une occasion de le faire. Et il ne lâchera pas tant qu'il n'aura pas atteint son but. Et il devient de plus en plus en colère. Ça se voit. Il s'énerve un peu plus à chaque fois qu'il reçoit un rapport de Tsahal qui dit « Mec, on se fait démolir ». Dude, we're getting ripped up. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence entre Benjamin Netanyahou et l'opposition, c'est-à-dire Naftali Bennett avec Yair Lapid. Sont-ils aussi sionistes que Netanyahou? Parce que quand on regarde la population israélienne aujourd'hui, plus de 78% des gens soutiennent Benjamin Netanyahou dans ses opérations en Israël, à Gaza, en Cisjordanie et dans le sud du Liban. Alors, comment peut-on faire changer ces gens ou modifier leur opinion d'une manière ou d'une autre? Est-ce seulement possible? Ou bien est-ce quelque chose que les États-Unis devraient imposer de force aux Israéliens? Je crois que c'était Nabuchodonosor II qui a finalement accompli la prophétie de Jérémie. Il a rasé le temple, massacré un grand nombre d'Israélites, puis réduit les survivants en captivité. Je pense que c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui. Qui est le Nabuchodonosor II de notre époque? Qui va faire ça à Israël? Qui va donner à Netanyahou et à ces Israéliens que vous avez si bien décrits une leçon comme celle que Nabuchodonosor a donnée? Les envoyer dans le désert pendant, 50 ans, un demi-siècle. C'est ce qu'ils méritent. C'est exactement ce qu'ils méritent. Et je dois dire que j'aurais hésité à dire ça il y a quelques mois, surtout juste après le 7 octobre, parce que je ne comprenais pas encore ce que vous venez de m'expliquer. J'ai compris depuis un certain temps que les Israéliens soutiennent Bibi Netanyahou. Ils ne l'aiment pas parce qu'il a fait toutes sortes de choses à leur gouvernement. Ils ne l'aiment pas parce que c'est un criminel. Ils ne l'aiment pas pour d'autres raisons aussi. Ils n'aiment pas sa femme non plus. Mais ils sont à 100% derrière ce qu'il fait. Chaque bombe qui tombe, chaque roquette qui s'abat, les rend encore plus fermes dans cette position. Et ça, c'est la preuve, tu vois, que les bombardements ne changent pas la vie des gens. Ça ne fait que les rendre plus déterminés, plus prêts à encaisser ce qu'on leur inflige et à tenir bon. C'est ça que ça fait.
ça les met en colère. To withstand it. That's what it does. It makes them angry. Je pense que ça fait partie de la nature humaine. Quand on perd ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, alors on fait partie du combat, peu importe le reste. President Aoun needs to watch Le président Aoun doit faire très attention au Liban, parce qu'ils vont faire la même chose aux Libanais, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou druzes. Ça ne fera aucune différence. Tout le monde va être en colère, parce que tout le monde se fait bombarder et tout le monde se fait tuer. because they're all getting bombed and they're all getting killed. Larry, si on met de côté la première étape, qui serait, comme on l'a dit, de mettre fin une bonne fois pour toutes à la guerre entre l'Iran et les États-Unis, et entre le Liban et Israël. La deuxième question, c'est qui va parler, qui sera capable de parler avec les Iraniens. Pour ma part, je n'ai vu personne dans l'administration Trump capable de le faire. Nor have I. And that's one of my deep concerns. Moi non plus. C'est une de mes grandes inquiétudes, et pas seulement à propos de ça, mais sur beaucoup d'autres sujets aussi. On n'a plus de diplomates, plus du tout. On a viré tous ceux qui, de près ou de loin, ressemblaient à des diplomates au département d'État. Et à la place, on a embauché tout un tas de gens purement politiques. On m'a dit qu'aujourd'hui, près de 40% du personnel des ambassades sont des nominations politiques. C'est probablement un record. Et parmi eux, d'après ce qu'on me dit, il y en a peut-être un ou deux qui sont capables de boire un thé ou un verre de lait avec leur homologue. Et c'est à peu près tout. Les autres ne pensent qu'à profiter de leur poste pour gagner de l'argent dans le pays où ils se trouvent, décrocher des contrats et se faire des relations d'affaires. Trump a engagé tout un entourage de gens qui lui ressemblent, notamment parmi ses diplomates. Résultat, nous n'avons plus de diplomates, donc nous n'avons plus de diplomatie. Et au sommet de tout ça, comme je l'ai dit au début de cette émission, le premier diplomate du pays, c'est le président des États-Unis. Or, le président des États-Unis est un escroc, un magnat de l'immobilier qui a trompé presque toutes les personnes avec qui il a fait affaire. Et tous les chauffeurs de taxi new-yorkais que j'ai eus m'ont dit la même chose. Je ne supporte pas cet homme. C'est un voyou, un mafieux, sans exception. Je n'ai jamais eu un chauffeur de taxi à New York qui n'ait pas dit ça de Donald Trump. J'imagine qu'il doit bien y en avoir un quelque part. Mais les chauffeurs de taxi, eux, savent toujours la vérité. Taxi drivers always know the truth. Yeah. You're totally right in that point. Tu as tout à fait raison sur ce point. Larry, on sait que le deuxième déplacement du ministre iranien des Affaires étrangères, après Islamabad, a été à Moscou. En gros, il parlait de la deuxième étape du plan que l'Iran a proposé aux États-Unis, à savoir le détroit d'Ormuz. Et il discute avec le gouvernement omanais pour mettre en place et définir un mécanisme de gestion du détroit d'Ormuz. Comment tu vois cette communication? Et ce voyage, c'est en fait une tournée. Il a dit que c'était une tournée auprès de nos voisins. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Arafat, a déclaré « Je veux dialoguer avec nos voisins, le Pakistan, Oman, puis la Russie. » Comment tu perçois la manière dont l'Iran agit? D'abord Islamabad, ensuite Moscou, et plus tard encore Moscou. Eh bien, je pense que Oman est vraiment le pays des bons offices dans la région. Il joue ce rôle depuis très très longtemps. Sans Oman, on n'aurait jamais eu autant de succès dans presque tous les domaines, que ce soit au sein du Conseil de coopération du Golfe, dans nos relations avec Riyad ou avec n'importe quel autre État de la région, même l'Égypte dans une certaine mesure. Tout cela n'aurait pas été possible sans la capacité d'Oman à exercer son rôle de diplomate uniquement tourné vers la paix. Et je leur rends hommage pour ça. D'ailleurs, Powell disait la même chose à leur sujet. Le problème, c'est qu'ils échouaient souvent, et l'obstacle habituel, c'était Riyad. Plus que tout autre,
Riyad était le perturbateur de la paix, si l'on peut dire, cette capitale avec laquelle les Omanais avaient énormément de mal à travailler. Parfois, c'était les Émirats, parfois d'autres endroits, mais le plus souvent, c'était Riyad. Et il faut se souvenir aussi que le ministre omanais des Affaires étrangères, je crois bien que c'était le ministre lui-même, pas son adjoint, a dit clairement que le problème dans la région, ce n'est pas l'Iran. Le problème, c'est Israël. Pour la première fois, un responsable arabe a dit la vérité. Le problème, c'est Israël. J'aurais aimé que plus de gens l'entendent, surtout dans son propre entourage, mais aussi ailleurs dans le monde. Le problème, c'est Israël. Donc je comprends pourquoi ils sont allés là-bas. En plus, je pense qu'il serait le partenaire idéal pour gérer le détroit. C'est tout simplement logique d'un point de vue géographique. Ça a du sens aussi. Enfin, les autres pays qui ont un intérêt dans cette affaire, ceux qui possèdent une partie du golfe Persique du côté ouest, eux aussi ont un rôle à jouer. Mais je pense que Oman est le pays principal ici. Parce que si on regarde ce détroit, à son point le plus critique, d'un côté c'est Oman, et de l'autre c'est l'Iran. Donc, même si on fait intervenir le secrétaire général et d'autres, et je le répète sans cesse, si on s'appuie sur la Convention sur le droit de la mer, autrement dit, sur le droit international, je sais que l'Iran n'est pas signataire, nous non plus d'ailleurs, mais ça ne veut strictement rien dire. Pratiquement 90% des pays du monde le sont. Si vous voulez renforcer le droit international, voilà un excellent point de départ. Utilisez ce traité tel qu'il définit les détroits, surtout les détroits internationaux, ainsi que les terres qui les bordent et la responsabilité des pays qui les surplombent et qui ont la plus grande proximité militaire avec eux, comme la Turquie, par exemple, et ces détroits stratégiques du côté de l'Hellespont. Là, vous donnez vraiment du poids à votre action, et vous pourriez vous appuyer là-dessus, même si certains ne sont pas signataires. Ni nous, ni l'Iran ne le sommes, pour redonner vie à certains aspects d'un droit international réellement efficace. Et j'ai dit, comment l'Iran, par exemple, peut-il se lever et dire « Vous ne reconnaissez pas que nous sommes membres du traité de non-prolifération. Nous faisons partie des protocoles additionnels et des dispositifs de contrôle. Nous sommes pleinement engagés dans le régime nucléaire civil. » Et puis, vous dites que vous n'aimez pas la Convention sur le droit de la mer. Eh bien, ça, c'est Ahmadinejad. C'est Ahmadinejad qui parle. Il faut être cohérent. Maintenant, je sais bien qu'on est terriblement incohérent. On n'a pas ratifié un traité depuis 40 ans, ou presque. Donc, si on remettait ça sur la table, avec un secrétaire général qui a un peu de courage, et qu'on s'en serve comme point de départ pour négocier la manière dont les détroits sont définis, utilisés, sécurisés et tout le reste, on aurait au moins une base de discussion qui ramènerait un peu le droit international dans le jeu. Alors, quand j'ai dit ça dans un podcast plus tôt aujourd'hui, la personne en face, aussi experte que moi dans ce domaine, m'a répondu « Tu ne vas pas ramener le droit international. Vous l'avez détruit. » J'ai dit « Touché. Tu as raison. » Nous avons détruit le droit international. Nous, l'Empire, nous l'avons détruit. Mais ça ne veut pas dire que le reste du monde, en particulier l'ONU, ne peut pas nous défier et le remettre au centre du débat, le rétablir comme cadre de référence. Laissons d'autres en parler. Laissons les États riverains du Golfe Persique en discuter. Laissons l'Iran en parler sérieusement. Laissons l'Europe en débattre. Laissons les puissances méditerranéennes s'en saisir. Laissons tous ceux qui veulent rouvrir cette question et rétablir la liberté de passage en discuter. Qu'on en finisse avec l'Empire et avec sa marine. Parlons-en. Définissons les choses clairement et disons ensuite au monde, voilà, c'est ça. Nous allons soumettre cette question au vote du Conseil de sécurité de l'ONU. Et quand les 5 membres permanents opposeront leur veto, il n'y aura qu'un seul pays à le faire. Ce sera les États-Unis. Et là, on les verra tels qu'ils sont.
States, and we'll show them for what they are. Yeah. How do you find Larry, comment vois-tu le partenariat, ou disons la relation, entre l'Iran et la Russie? L'Iran se rend en Russie parce qu'il veut transmettre les dernières avancées ou les discussions récentes sur la guerre directement au président russe. with the Russian president? Well, after that press conference that I listened to 3 times, Eh bien, après cette conférence de presse que j'ai écoutée 3 fois avec I said Poutine, to myself, je me suis dit, the le first premier coup de call fil que Donald Trump passera demain matin, ce sera à Vladimir Poutine. Il va lui parler, ils vont échanger. and they will have an Et Trump voudra savoir, qu'est-ce que tu voulais dire? Et Poutine répondra, exactement ce que j'ai dit. Putin will say, Et just Trump what I dira, said. on aurait presque And Trump dit will say, que tu prenais le well, parti it de sounds l'Iran. like you were almost Et taking Poutine the wrong dira, side. c'est le cas. And Putin will say, Et à partir de là, ça va se compliquer. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas ce qu'ils vont se dire. Mais je parierais volontiers que Trump appellera Poutine dans les 24 heures, parce qu'il aura vu ça. On le lui aura montré, je pense. Et c'est exactement ça, la présidence de Trump. And that's what Trump's presidency is all about. What do they show him? What do they Qu'est-ce qu'ils lui montrent? Qu'est-ce qu'ils lui Do they disent? hide it? Est-ce qu'ils lui cachent des choses? Moi, je pense que oui, souvent. Surtout Hegseth. En ce moment, Hegseth cache toutes sortes d'évaluations venant de ses commandants sur le terrain, qui lui disent « Il faut arrêter ça. Chef, il faut arrêter. Ça ne se passe pas du tout comme prévu. Il faut arrêter. » Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer une série de licenciements. Il va virer son commandant maritime, son commandant des forces aériennes, le commandant de l'ensemble du CENTCOM. Il va tous les virer. Parce que d'après ce que j'entends, ils lui disent tous la même chose. Donc je ne suis pas sûr que Trump écoute vraiment les gens. So I don't know that Trump listens to people. I don't know that they give him access to people like that. Je ne suis pas sûr qu'on lui donne vraiment accès à des gens comme ça. Peut-être que Hegseth ne laisse tout simplement pas ces personnes approcher le président. Du coup, le message ne passe pas, parce que Hegseth le bloque. Mais moi, j'aimerais bien être sur cet appel avec Poutine. Vous savez, le mois prochain, il y a le sommet des BRICS en Inde. C'est Modi qui accueille et qui préside un peu tout ça. Et je viens de voir les données sur le nouveau missile indien. Vous avez entendu parler de l'Agni 5. C'est un missile qui peut parcourir 5000 km. Et s'ils en augmentent la portée, ce qu'ils peuvent faire et qu'ils ont déjà testé, il atteint 7000 km. Et tenez-vous bien, sa vitesse maximale, c'est 30 000 km à l'heure. 30,000 kilometers per hour. Wow. This is probably the most powerful nuclear C'est probablement le missile à ogive nucléaire le plus puissant du monde, si toutes ses caractéristiques sont exactes. Et il vient de, comment les Indiens appellent ça déjà? Le DRDO, l'Organisation de recherche et de développement pour la défense. 3 étages, mobile sur route, une portée de 5400 km, extensible à 7000, vitesse de 30 000 km à l'heure. On est en train de changer tout l'équilibre nucléaire mondial. On change tout, et nous, on ne fait rien. On ne fait rien à part tourner en rond dans l'Utah, au Nouveau-Mexique et dans d'autres endroits où se trouvent nos laboratoires. Et aujourd'hui, le monde n'a plus aucun traité. Plus aucun. Alors, voilà, l'Inde construit ce missile. Mais pourquoi l'Inde a-t-elle besoin de ça, Nima? Dis-moi pourquoi l'Inde a besoin de ce missile. Tell me what India needs this missile for. China's next door. La Chine est juste à côté. La Russie est grande, mais elle n'est pas à 7000 km. Moscou, certainement pas à 7000 km. Alors, qu'est-ce que l'Inde compte frapper avec ce missile nucléaire d'une portée de 7000 km, capable d'aller à 30 000 km à l'heure? Il n'y a qu'une seule cible qui ait du sens à mes yeux. Ce n'est sûrement pas à la RPDC. Et pendant ce temps, on laisse tout ça se dérouler sans la moindre réaction. Je parie même qu'on n'a personne qui va à la réunion des BRICS en Inde. J'espère me tromper. Vraiment, j'espère me tromper. J'espère qu'au moins un candidat à un poste d'ambassadeur, quelqu'un d'un peu futé, y va et prendra de bonnes notes. Parce que peut-être bien, il sera en train de noter les premiers signes de la chute de l'Empire américain. Et pas qu'un peu.
American empire in spades. This is C'est simplement tomatoes que tonne Trump-tuppen à la fait, et c'est pescarizan. so far. He's just I'm telling carrying you. down. He's somebody's agent. Je vous le dis, c'est l'agent de quelqu'un. Il agit pour le compte de quelqu'un. Peut-être une puissance quelque part sur Mars ou je ne sais quoi. Peut-être qu'une autre civilisation est passée par là, a mis une pièce dans la machine Trump et lui a dit « Je te paie des commissions immobilières pendant 1000 ans et je te garantis la vie éternelle sur toute cette période si tu deviens mon agent. » Franchement, je ne vois pas d'autre explication. C'est très étrange. Vraiment très étrange. Et puis, imaginez, vous aimeriez être le président qui supervise la chute accélérée de l'Empire américain au XXIe siècle. Oui, bien sûr. Inscrivez-moi tout de suite. Yeah, sign me up. There was other meeting, Larry, in Kyrgyzstan. Il y a eu une autre réunion, Larry, au Kirghizistan. C'était le Pakistan, la Russie et l'Iran. Ils s'y sont rendus. Mais il y a aussi une rencontre bilatérale entre la Russie et l'Iran, au cours de laquelle le vice-ministre iranien de la Défense a déclaré que l'Amérique n'était plus en position d'imposer ses politiques aux nations indépendantes. Et il a ajouté qu'aujourd'hui, l'Iran, tout en se préparant à une défense solide et en répondant aux besoins de ses forces armées, est prêt à partager ses capacités de défense et militaires avec les pays indépendants, en particulier les États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai. Tu vois, Larry, ce n'est pas seulement une question de guerre en Ukraine. Je pense que les politiques de deux administrations américaines, celle de Biden et maintenant celle de Trump, ont poussé la Russie, oui, poussé à renforcer son complexe militaro-industriel. To improve their military industrial complex. Oui, And they're in the same process of doing Et ils sont en train de faire la même chose avec l'Iran, parce qu'ils voient bien qu'il n'y a aucun intérêt à négocier ou à discuter avec les États-Unis. Pour se faire entendre de Washington, il faut renforcer son armée. Voilà le résultat. C'est comme ça qu'ils perçoivent ce qui se passe sur le terrain. je pense que vous avez raison. Et pour ce qui est des pays en stan, le Tadjikistan, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, tous ces pays, aujourd'hui entraînés par la force d'attraction de la Chine vers l'Est, vont se retrouver dans le même camp. Pas parce qu'ils étaient autrefois des républiques soviétiques, mais parce qu'ils voient bien que le centre du pouvoir est en train de se déplacer. Et ça se voit très clairement. Prenez une carte, regardez la mer Caspienne. En réalité, c'est un immense lac, à travers lequel la Russie peut ravitailler l'Iran indéfiniment, sans aucune interférence. Parce que tous les pays riverains de la mer Caspienne sont de leur côté dans cette affaire, ou du moins neutres, et ne vont pas bloquer le trafic maritime. Donc, on pouvait envoyer tout ce qu'on voulait envoyer. C'est l'inverse de ce qu'on a fait pour l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, le long du Golfe Persique, en passant par l'Iran, puis en remontant vers Stalingrad n'aurait jamais tenu sans cette chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'inverse dans le sens du flux, et l'inverse aussi dans les acteurs concernés. Les acteurs concernés, ce sont ceux qui sont liés à l'Organisation de coopération de Shanghai, à la Russie, aux BRICS, et qui, comme vous venez de le dire, se trouvent clairement du côté de l'Iran dans ce conflit depuis des décennies. Pas pour des raisons sentimentales, mais pour des raisons de puissance tout à fait compréhensibles. Ils sont du côté de l'Iran. Et la principale raison de cette puissance, c'est la folie du pouvoir de l'autre côté de l'Atlantique. Un pouvoir qu'ils voient maintenant comme impossible à gérer. Et tu as raison. Ils le constatent depuis environ 12 ans. Ils l'ont vu avec Trump, avec Biden, puis à nouveau avec Trump. Et s'ils regardent plus loin, jusqu'à George W. Bush et Bill Clinton, ils verront que c'était déjà là. C'était juste un peu moins visible. Aujourd'hui, ça a complètement dérapé, et ça ne leur plaît pas du tout. Alors, quand une chose pareille se produit dans le monde, il n'y a qu'une seule issue.
Le reste du monde finit par s'unir contre le tyran et s'en occupe. Gangs up on the bully and takes care of him. Oui. Larry, l'Iran regarde vers l'Eurasie, vers les projets entre l'Iran et la Chine, entre l'Iran et la Russie. La position, la géographie de l'Iran, c'est vraiment crucial. Et en ce moment, avec le détroit d'Ormuz, avant que cette guerre ne commence, personne ne parlait de l'importance du détroit d'Ormuz, ni pour le pétrole et le gaz, ni pour les engrais, l'hélium ou encore le pétrole brut. C'est énorme quand on pense à tout ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. C'est incroyable. On n'aurait jamais imaginé ça. We have never thought that If you looked at as we did in that exercise, Si vous regardez ça comme nous l'avions fait dans cet exercice dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 2009 à Pékin, si vous examinez comme nous l'avons fait les détroits stratégiques du monde et aussi certaines mers intérieures importantes comme la mer Caspienne, parce que des mers intérieures de cette taille-là, comme la mer d'Okhotsk par exemple, sur la côte est de la Russie, eh bien, nous nous étions vraiment penchés sur celle-là parce qu'elle avait de vraies implications pour une guerre dans le Pacifique contre les Soviétiques, à l'époque où nous faisions ce type de planification. Autrement dit, ce n'est pas la seule. this is not the only one, in other words. There are places around the world. Il y a des endroits dans le monde, j'avais d'ailleurs rédigé un mémoire à ce sujet à l'école de guerre navale, où j'expliquais assez curieusement comment un petit détachement de marine déployé de façon stratégique dans ces zones, au bon moment, avec la technologie de missiles appropriés à leur disposition, que ce soit porté sur eux, utilisé en combat, ou encore coordonné depuis l'espace grâce aux satellites, pouvait contrôler le monde. Oui, contrôler le monde simplement en occupant ces 7 détroits. Eh bien, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que c'est vrai pour le détroit d'Ormuz. Mais je vous dirais que ce serait aussi le cas pour Bab el-Mandeb, pour le détroit de Malacca, et pour presque n'importe lequel de ces détroits stratégiques, s'il était contesté comme celui-ci l'est en ce moment, et si une puissance cherchait à en prendre le contrôle total. On obtiendrait exactement le même résultat. Et c'est exactement ce qu'on risque de voir à l'avenir si on ne règle pas cette affaire correctement. C'est pour ça que je pense qu'il est vraiment important de remettre le droit international au centre de tout ça. Parce que sinon, la même chose se reproduira avec d'autres détroits. Dans cette simulation, on avait commencé avec le détroit de Malacca. Et là-bas, il y a un trafic incroyable. C'est bondé de navires. Si vous bloquez ce détroit, vous causez de sacrés dégâts. Bien sûr, on peut le contourner. Certains armateurs l'ont fait, mais ça coûte extrêmement cher de passer par un autre itinéraire. Larry, en 1979, il y a eu une révolution en Iran. Et les gens qui l'ont menée en avaient assez des manipulations, surtout des manipulations étrangères dans leur pays. Ils ont dit non. L'un des premiers slogans, l'un des premiers messages de cette époque, c'était l'indépendance de l'Iran. Ils ne voulaient dépendre ni de l'Est ni de l'Ouest. C'est ce qu'ils affirmaient dans les premières années de la Révolution. Puis la guerre entre l'Iran et l'Irak a éclaté, et ils ont vu comment l'Ouest comme l'Est se sont tous ralliés pour soutenir Saddam Hussein contre l'Iran. Ce sentiment a grandi et la situation s'est aggravée. Et quand la nouvelle direction est arrivée en Russie, je dirais que ça a changé la nature de la relation depuis que le président russe, Vladimir Poutine, a pris le pouvoir en 2000. Petit à petit, il a commencé à modifier le type de relation, la nature même du lien entre l'Iran et la Russie. Aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est incroyable. Quand je regarde ce qui se passe entre l'Iran et la Russie, je n'aurais jamais imaginé qu'ils deviendraient aussi proches. Personne ne l'a jamais fait dans l'histoire. Je veux dire, quiconque connaît un peu l'histoire de l'Iran et de la Russie sur les 5 derniers siècles, sans même remonter plus loin,
c'est bien que leurs relations n'ont jamais été bonnes. La Russie sous Staline, par exemple, c'était vraiment pas brillant. Si on remonte à l'Empire perse et aux autres empires voisins, là c'était une toute autre époque, un tout autre contexte. Mais depuis longtemps, c'est une relation marquée par l'antagonisme. Vous avez raison. Et aussi par la peur du côté iranien que la Russie veuille descendre vers le sud. À ce moment-là, la Russie n'était plus l'Union soviétique. Le pays avait beaucoup changé. La Russie s'est redéfinie, elle s'est reconstruite. Et on continue à la traiter comme si c'était encore l'Union soviétique. Oui, mais justement, c'est bien ça le problème. On continue à la voir de cette façon. Je veux revenir sur le point que vous venez de mentionner. Vous voyez bien comment les États évoluent en Iran, en Russie, en Chine. Ils se rapprochent, ils se renforcent. Leur relation est en train de devenir une forme de partenariat. Et les États-Unis, eux, gardent encore cette vieille façon de penser, cette vieille manière de comprendre ce qui se passe dans ces pays. Et personne, vraiment personne, ne semble se soucier d'avoir de vrais experts sur l'Iran. La Russie et la Chine, des gens qui comprennent la réalité de ces pays. Eh bien, ça n'a jamais été un point fort. Ça n'a jamais vraiment été une force de l'Amérique. Pas du tout. On pourrait dire que sous Washington, peut-être Jefferson, peut-être Monroe, peut-être Madison, il y avait une meilleure compréhension. Parce qu'à l'époque, la situation était inversée. Nous étions un petit joueur, un tout petit joueur, comme disait Washington, avec énormément de potentiel, mais tout de même un petit joueur. Et en face, c'était des empires. L'Empire français, l'Empire espagnol, l'Empire britannique, l'Empire russe. On oublie souvent qu'on avait l'Empire russe à l'ouest, qui nous causait des ennuis de temps en temps. Donc à cette époque-là, il fallait être habile. Il fallait être habile en diplomatie et aussi dans l'art de la négociation, si on peut dire. La vraie négociation, celle où on faisait des compromis avec l'Espagne pour apaiser la France et pour apaiser la Grande-Bretagne. Vous avez eu une petite guerre ici avec la Grande-Bretagne en 1812 et ainsi de suite. Mais vous avez survécu, et vous avez survécu autant grâce à vos diplomates qu'à tout le reste. Aujourd'hui, on s'en fiche, on ne fait plus ça. On ne fait tout simplement plus de diplomatie. C'est soit vous suivez notre voie, soit vous êtes bombardé, sanctionné, ou les deux. Et ça, c'est une abomination pour 60 à 70% du monde, qui ensemble sont désormais nos égaux, et peut-être même, avec la Chine, nos égaux tout court, un seul pays à notre niveau. Les choses changent, et nous n'y prêtons aucune attention. C'est maintenant qu'il faut revenir à la diplomatie. On a bien plus besoin de diplomatie quand on est en infériorité numérique et militaire que quand on fait partie d'un bloc impérial. Et on ne sait plus comment faire. On ne sait tout simplement plus comment faire. Larry, si je devais citer, tu sais, la principale raison, parce qu'à chaque fois qu'on parle du déclin de l'Empire américain, si je devais en donner une, je dirais que c'est cette politique du jeu à somme nulle. Dans tous les aspects de la politique, quand il s'agit de l'économie des États-Unis, de la manière dont ils veulent exercer des pressions, imposer des tarifs, des sanctions, tout repose sur un jeu à somme nulle. Il n'y a pas d'alternative dans la direction américaine aujourd'hui. C'est exactement le contraire de diplomatie. Oui. On ne peut pas faire de diplomatie si on pense toujours avoir raison. La diplomatie, c'est une question de compromis, non? Un compromis intelligent. Oui, un compromis intelligent, mais ça reste un compromis. Tu gagnes, mais tu laisses aussi ton interlocuteur gagner. L'Iran fait ce qu'il veut avec le détroit d'Ormuz. C'est logique, et les navires du monde entier peuvent y passer.
Franchement, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Ce qui pose problème, c'est Washington et dans une certaine mesure, Tel Aviv, Jérusalem. Jerusalem. Oui. Merci beaucoup, Larry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toujours un grand plaisir. Le plaisir est pour moi. On se parle vendredi. Talk to you on Friday. Yes. Oui, on sera en duo. Some. Oui. Prends soin de toi. Take Prends soin de toi, Larry. Salut. Bye-bye. Au revoir.